Confluent avec Catherine Égaud et Mathieu Lavigne. Bonjour Catherine. Bonjour Mathieu. Nous rencontrons cette semaine Laetitia Washeao-Bacon. Inou de Mastoyatch, Laetitia Washeao a grandi dans sa communauté. Elle a ensuite vécu dans la région du Saguenay puis s'est établie à Montréal. Elle est titulaire d'un baccalauréat en psychologie de l'Université de Montréal et a travaillé comme intervenante psychosociale dans le milieu communautaire pendant ses études. Laetitia Washeao-Bacon est maintenant coordonnatrice à la sécurisation culturelle au vice-rectorat à la planification et à la communication stratégique de l'Université de Montréal. Sa mission consiste à coordonner l'initiative Leadership autochtone récemment mise en place à l'U2M et à promouvoir la sécurisation culturelle et l'employabilité des étudiants et étudiantes autochtones. Au microphone de Catherine Égaud, Laetitia Washeao-Bacon évoque d'abord son propre parcours, puis les défis particuliers que rencontrent les populations étudiantes autochtones, ainsi que les programmes implantés à l'Université de Montréal pour les aider à les relever. Laetitia Washeao-Bacon, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordonnatrice à la sécurisation culturelle à l'Université de Montréal. Oui. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre parcours personnel? Vous êtes de Mastoyatch. Oui, c'est ça. J'ai grandi dans la communauté de Mastoyatch au Lac-Saint-Jean. Donc, j'ai grandi là les 10 premières années de ma vie. Puis ensuite, on a déménagé avec ma mère et mon père qui étaient séparés, mais au Saguenay. Mm-hmm. Puis ensuite, j'ai fait toute mon école secondaire au Saguenay. Ensuite, j'ai déménagé à Longueuil où j'ai fait mon cégep. Puis finalement, j'étais allée à l'université de Montréal. J'ai fait mon baccalauréat en psychologie que j'ai complété en 2023. Puis ensuite, je me suis explorée un peu dans les domaines d'études pour voir un peu ce que je voulais faire. Donc, j'ai commencé une maîtrise en criminologie clinique. Ensuite, j'ai fait d'autres cours juste pour explorer un peu ce que je voulais faire plus tard. Puis finalement, j'ai décidé de prendre une année sabbatique pour réfléchir et pas prendre des décisions impulsives. Puis finalement, j'ai vu cette offre-là de coordonnatrice à la sécurisation culturelle, puis ça concordait exactement à ce que je voulais faire. Donc, j'ai appliqué et me voilà. Et vous avez eu le poste? Oui, j'ai eu le poste. Donc, vous êtes la première titulaire de ce poste-là de coordinatrice à la sécurisation culturelle à l'Université de Montréal. Oui, c'est ça. Le poste a été mis en ligne en début octobre et j'ai appliqué. Puis en fin octobre, j'ai pu commencer. Et pourquoi ce poste-là a-t-il été créé? Oui, bien, essentiellement, le poste a été créé à cause qu'on a un nouveau programme qui est en train d'être mis en place, que c'est un programme de leadership autochtone. Puis, c'est un programme qui existait déjà à l'Université de Vancouver Island, avec qui on collabore. Mm-hmm. Puis, on a reçu des fonds de la même fondation qui finance l'Université de Vancouver, qui est la fondation McConnell. Puis, dans le fond, il fallait une personne pour s'occuper de ce programme-là. Puis, c'est pour ça que le poste a été affiché. L'autre moitié de mon mandat, il y a une moitié que c'est le programme de leadership, puis l'autre moitié, c'est de m'occuper un peu des projets plus à l'Université de Montréal qui concernent les premiers peuples. Mm-hmm. En quoi ça consiste, le programme de leadership autochtone? Quel est son objectif? Essentiellement, l'objectif du programme de leadership autochtone, c'est de briser les barrières d'accès à l'emploi pour les diplômés autochtones. Donc, ça s'adresse vraiment à tous les diplômés autochtones, que ce soit universitaires, collégiales, des diplômes postsecondaires, de tous les autochtones sur la province. Moi, mon rôle, c'est que j'accompagne les diplômés dans leur recherche d'emploi, puis j'assure ce support-là tout au long du parcours. Puis dans le fond, c'est une durée d'environ 2 ans. T'sais, nous, on offre des possibilités d'emploi de 2 ans. Mm-hmm. Puis moi, je fais un peu le pont
entre le diplômé et un employeur potentiel qui concorde avec ses attentes, ses motivations, son domaine d'études. Puis, j'accompagne aussi l'employeur en sécurisation culturelle. Nous, on a une formation sur les premiers peuples qui est disponible sur le site de l'Université de Montréal. C'est une formation qui sensibilise les gens sur les réalités des premiers peuples, leur histoire coloniale et ses répercussions sur les Autochtones d'aujourd'hui, puis sur la sécurisation culturelle. Donc, ça va être important pour les employeurs, puis les employeurs sont au courant qu'on demande d'avoir un système de mentorat pour qu'une personne sur leur milieu de travail soit autochtone ou qui connaît les réalités autochtones. C'est ouvert à, c'est ça, tous les Autochtones de la province du Québec qui sont en bas de 35 ans. Donc, moi, je suis en contact avec des universités, des cégeps et tout ça pour qu'on puisse répartir le mot sur le programme. Puis, c'est vraiment comme un service qui est adapté aux personnes autochtones, puis qui sont accompagnés aussi par une personne autochtone en même temps, là, ce qui peut être sécurisant de plus. Donc, c'est pas réservé aux diplômés de l'Université de Montréal? Non, aucunement. C'est vraiment comme pour tous les Autochtones du Québec. Tous les diplômés? Tous les diplômés. Cégep et université? Cégep et université. Comment est-ce qu'on définit la sécurisation culturelle? Oui, la sécurisation culturelle, j'ai l'impression que c'est un terme qu'on entend beaucoup, mais c'est comme dur un peu de mettre les mots dessus. Mais moi, la sécurisation culturelle, je vois ça un peu comme dans une institution ou dans un milieu, c'est de prendre en compte les réalités autochtones et les différentes cultures. Donc, c'est d'un peu d'être sensibilisé aux réalités, de savoir qu'elles existent, que, tu sais, il y a une histoire coloniale, il y a une colonisation, il y a des répercussions, puis c'est de mettre en lumière un petit peu plus la culture autochtone, dans le sens que moi, je vois un peu la sécurisation culturelle en trois parties. Donc, il y a tout ce qui est visibilité, ensuite sécurité et soutien. Donc, la visibilité, c'est vraiment de rendre plus visibles les personnes autochtones pour quand une personne autochtone rentre dans un milieu sans qu'elle existe. Donc, tu sais, ça peut être un peu... par exemple, d'avoir une œuvre d'art autochtone dans une université, là, t'es comme, OK, ça me dit quelque chose. Ça, c'est un repère culturel. Puis il y a aussi tout ce qui est l'aspect de sécurité, bien, c'est qu'une personne se sente bien dans son milieu. Mettons, dans une université qui a un système d'admission inclusif, d'avoir des places réservées pour les personnes autochtones. Puis le soutien, bien, c'est les gens autour de toi qui sont là pour t'épauler, pour te défendre parfois, ou, tu sais... des choses comme ça. Donc, ouais, c'est comme ça que je verrais la sécurisation culturelle. Et comment ça se passe concrètement? Une personne autochtone a un diplôme. Est-ce que c'est elle qui vient vous voir ou est-ce qu'elle cherche d'abord un employeur, puis c'est l'employeur qui s'adresse à vous? Comment ça fonctionne? On a un site Internet sur la page de l'Université de Montréal. Puis, dans ce site Internet-là, il y a un formulaire d'inscription qui demande un peu si tu es une personne autochtone, c'est quoi ton âge, c'est quoi un peu tes motivations de faire partie du programme, c'est quoi ton diplôme. Et accompagné du formulaire, il faut envoyer un CV à mon courriel. Puis après ça, moi, dans le fond, le processus, c'est que moi, je vais passer les gens en entrevue. Puis il va y avoir 5 personnes qui vont être sélectionnées pour participer au programme pour printemps 2025. 5 pour l'année? Oui. 5 diplômés? 5 futurs diplômés. Okay. Oui, c'est ça. Oui, puis ça peut être futur diplômé. Ça peut être si, admettons, ton diplôme est pour 2025, bien, tu peux appliquer au programme. Puis, moi, je fais le lien avec les employeurs. Donc, je rencontre la personne, on détermine un peu c'est quoi ses attentes, c'est quoi qu'elle voudrait comme emploi. Moi, j'ai déjà quelques contacts avec certains employeurs qui sont déjà prêts à accueillir une personne autochtone diplômée. Puis, sinon, on peut chercher ensemble un autre potentiel employeur. Mais c'est vraiment moi qui fais le lien avec les employeurs puis qui m'assure que les personnes sont formées dans le milieu de travail. Donc, c'est de l'accompagnement au placement, finalement. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Et pour les employeurs, quel est l'intérêt d'embaucher quelqu'un d'autochtone par rapport à quelqu'un qui ne le serait pas? Qu'est-ce qu'ils vous disent, les employeurs? Oui, mais je pense que les employeurs sont vraiment comme conscients qu'il n'y a juste pas de personnes autochtones dans leur milieu de travail, tu sais, qu'il y a pas... Ou il y en a que oui, tu sais, il y en a... J'ai des contacts avec des employeurs que c'est avec des personnes autochtones, puis c'est vraiment
dans l'objectif d'avoir comme une meilleure représentativité aussi de ce qui se passe, de ce qu'il y a dans la société, tu sais, puis de aussi offrir des services plus adaptés, puis d'être plus informés. Je pense que c'est important d'avoir des places pour les personnes autochtones parce que ça permet de mieux représenter la société, puis ça permet aussi de... Bien, je pense que c'est ça. Soit les personnes autochtones, ils vont pas appliquer ou ils connaissent pas le service, ou, tu sais, parce que moi, il y a des places que je savais pas qui prenaient des personnes autochtones et tout ça. Fait que le programme, ça va permettre justement de faire ce lien-là. Et pour les employeurs, c'est ça, c'est une plus grande représentativité, là, que ce soit pas un petit club restreint de gens qui se ressemblent finalement. Oui, c'est ça, c'est ça. Ça permet justement d'être plus inclusif et d'avoir plus de diversité là, dans l'équipe, là. Donc, dans les 5 que vous allez recruter pour le printemps 2025, ce sont les 5 premiers? Oui. La première cohorte? Oui, la première cohorte, c'est ça. Puis après ça, il va y en avoir d'autres, mais ça va être la première. Oui. Est-ce que vous allez assurer un suivi auprès des employeurs? Mettons, une fois que la personne a trouvé un emploi, est-ce que vous maintenez le lien avec l'employeur? Oui, exact. Comme un suivi est assuré auprès de la personne diplômée pour que je m'assure que la personne est satisfaite de son emploi, que ça va bien, tout ça. Puis aussi un suivi auprès de l'employeur pour que si aussi de son côté ça va bien, puis si, tu sais, je veux dire, la sécurisation culturelle est maintenue, là. Ouais. Quelles sont les difficultés particulières qu'ont les Autochtones diplômés au moment d'entrer sur le marché du travail? Dépendamment de où tu te places géographiquement, mais ça peut être intimidant de faire un processus d'application à un emploi quand tu sais que le milieu est majoritairement blanc, par exemple, ou que tu sais, il y a pas vraiment de repères culturels chez ton employeur. Puis, tu sais, il peut y avoir aussi des enjeux de discrimination. Tu sais, dans des milieux de travail, je pense qu'il y a beaucoup de microagressions. Donc, des microagressions, c'est comme une forme de discrimination, mais qui est pas... Les gens le font sans mauvaise intention puis sans s'en rendre compte souvent, mais ça peut affecter la personne. Donc, d'avoir comme un accompagnement pour, justement... assurer une sécurisation culturelle pour que la personne se sente visible, se sente sécure, se sente soutenue par son équipe de travail. Puis je pense que c'est vraiment important. Puis c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas vraiment d'habitude. Est-ce que les diplômés du cégep et d'université, en général, est-ce qu'ils veulent retourner dans une communauté autochtone ou est-ce qu'on a des chiffres là-dessus ou est-ce qu'ils préfèrent rester en ville, en milieu alloctone? Oui, c'est une bonne question. J'ai pas de chiffres avec moi, mais je dirais qu'il y a vraiment, ça varie. Dans le fond, il y a beaucoup, je pense que chez les personnes autochtones, il y a beaucoup d'hétérogénéité à la base, puis c'est vraiment, tu sais, il y a des personnes qui vont faire leur étude en ville, après ça, qui vont dire « j'aime pas vraiment ça, je veux retourner en communauté ». Il y a des personnes qui veulent rester en ville et se trouver un emploi et tout ça. Puis, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de variantes. Tu sais, admettons, si tu trouves pas ton sentiment d'appartenance en ville, puis c'est quelque chose qui te rejoint moins, ben tu es plus à l'aise de retourner en communauté. C'est une possibilité. Puis, tu sais, c'est vraiment... je pense que ça dépend vraiment de la personne et son niveau de confort avec la ville et tout ça. Oui, je pense que ça varie beaucoup. Et est-ce qu'on sait s'il y a des branches d'études qui attirent plus les étudiants autochtones que d'autres? Pour notre programme, on a consulté l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador. Puis, ils ont mentionné justement une demande de main-d'œuvre autochtone, autant dans les communautés qu'en général en ingénierie. Donc, j'ai hâte de voir à quel point on va avoir des applications en ingénierie. Moi, ce que j'ai aperçu, c'est qu'il y a beaucoup de personnes autochtones en... tout ce qui est dans le domaine des sciences sociales, par exemple, ou plus de santé. Donc, c'est vraiment des programmes, je pense, qui sont populaires auprès des personnes autochtones, oui. Confluent, avec Catherine Egault et Mathieu Lavigne. Il y a quelques années, les étudiants autochtones disaient que l'université n'était pas un milieu très accueillant pour eux. Ouais. Ils disaient qu'il y a toutes sortes de programmes pour les étudiants étrangers qui viennent de l'extérieur du Québec ou de l'extérieur du Canada, mais qu'eux se sentaient autant à l'étranger que quelqu'un qui viendrait d'un autre continent, mais que
il n'y avait pas vraiment de programme pour eux parce qu'ils étaient nés au Québec, finalement. Est-ce que ça a changé? Et est-ce que votre mandat touche aussi les gens qui arrivent à l'université? Oui, mais tu sais, je pense que j'ai certains projets qui touchent aussi les nouveaux étudiants qui vont arriver. L'université, en général, c'est une institution qui est très grande, tu sais, qui fait peur, là, tu sais, dans le sens que tu arrives là, puis tu n'as pas vraiment de repères, puis si tu connais pas les repères, ben, tu es un peu dans le néant. Ici, à l'Université de Montréal, par exemple, on a un système d'admission inclusive. Donc, il y a des programmes avec des places réservées pour les personnes autochtones à l'UDM. Donc, il y a comme sur le site de l'UDM, tu as une liste avec tous les programmes qui sont plus contingentés. Il y a des places réservées pour les personnes autochtones qui s'autodéclarent après avoir fait leur demande d'admission. Puis, on a aussi des programmes plus autochtones. Donc, je sais qu'il y a des programmes de premier cycle et de deuxième cycle sur des études autochtones. Donc, ouais, il y a vraiment comme une bonne liste de programmes là, qui sont ouverts avec des places réservées. C'était un peu une difficulté qu'avaient les étudiants autochtones. Le choc était tellement grand que des fois, ils pouvaient arrêter les études puis être en situation d'échec aussi. Oui, c'est ça. Tu sais, je pense qu'il y a tellement... Pour une personne autochtone, il y a tellement de difficultés quand tu rentres à l'université parce que, justement, les services, des fois... tu sais, je veux dire, l'université, en tant que telle, n'est pas... Elle ne peut pas toujours être super accueillante là, pour les personnes autochtones. Tu sais, tout ce qui est dans la manière d'enseigner, des fois... T'sais, par exemple, si tu es dans un cours, puis là, ils te demandent des sources, mais les sources orales ne sont pas prises en considération, ben là, il y a comme encore une décolonisation qui est comme en cours et qui reste à faire. C'est pas quelque chose qui est directement réglé. Est-ce qu'à terme, l'initiative Leadership autochtone, ça pourrait mener vers ça? Par exemple, une meilleure intégration des savoirs autochtones, des méthodes de travail? Pour vrai, j'espère. Puis je pense qu'avec le programme, c'est ça qu'on va réaliser un peu. C'est comment, tu sais, une personne autochtone va s'adapter dans son milieu de travail. C'est quoi qui peut l'épauler à s'adapter dans son milieu de travail? Puis peut-être qu'avec ça, on pourrait justement, tu sais, adapter comme, tu sais, faire des propositions pour l'enseignement et tout ça, tu sais, dans l'apprentissage, c'est comment ça se traduit et tout ça. Donc... Puis dans les milieux de travail aussi. Oui. Pour l'instant, ce sont les Autochtones qui doivent s'adapter un petit peu à l'université, au milieu de travail, mais que l'inverse se fasse aussi. Oui. Ce qu'on appelle les bibliographies coucoum, là, c'est-à-dire les sources orales qui ne sont pas des livres, mais qui sont très importantes. Mais oui, exactement. Puis, tu sais, ça a tellement une grande signification pour les communautés autochtones. Puis, tu sais, c'est comme dans des institutions, c'est plus coloniales. C'est pas quelque chose qui est comme accepté encore, mais tu sais, j'espère que prochainement, c'est quelque chose qui pourrait être considéré là, pour vrai. Ça commence à se faire un petit peu dans certains domaines comme la botanique, l'anthropologie depuis longtemps, mais on dirait qu'on peine un petit peu à ce que ça pénètre des méthodes, des milieux comme plus durs, l'ingénierie justement. Oui, des choses comme ça, c'est ça. Donc, oui, j'espère qu'il va y avoir des changements par rapport à ça. Donc, vous visez l'autochtonisation finalement du système d'éducation, c'est ça? Votre but ultime, c'est ça? Oui, mais tu sais, dans le sens que l'institution en général, tu sais, l'institution scolaire, les universités, tout ça, ça a tellement une fonctionnalité qui est quand même, tu sais, solide. Il y a une marche à faire qui est quand même là et que les gens tiennent et respectent et tout ça. Donc, tu sais, d'avoir comme cette décolonisation-là de plus en plus, si ça pouvait se passer plus rapidement, tu sais, ça serait bien. Et d'où viennent-ils, les étudiants qui s'adressent à vous? Est-ce qu'ils viennent du Québec, tous, on le sait? Ils viennent des communautés francophones, beaucoup, j'imagine? Oui, là, c'est sûr que, admettons, le site web, le formulaire, tout ça, c'est en français. Donc, je crois que ça va peut-être plus... peut-être qu'on pourrait adapter le tout, mais c'est sûr que ça va peut-être plus rejoindre les personnes autochtones qui parlent français, mais le programme il est offert aussi pour les personnes anglophones. Donc, si, par exemple, une personne anglophone traduit comme le tout, puis
m'écrit, ben elle a autant de chances qu'une personne qui est francophone. Parce que vous vous occupez aussi des universités anglophones Oui. et des cégeps anglophones. Exact. En ce moment, j'ai pas, vu que le programme n'est pas encore officiellement publicisé, j'ai pas d'application encore. Mm-hmm. J'ai hâte de voir ça va être quoi exactement, les nations, les groupes, tout ça. Donc, ouais. Vous, quand vous êtes arrivé à l'Université de Montréal pour étudier la psychologie, bon, vous aviez vécu à Longueuil avant. Quelles ont été vos grandes surprises en arrivant dans le monde alloctone? Ben moi, en fait, je pense que ce qui différenciait l'université du cégep, c'est qu'au cégep, il n'y avait pas de service adapté pour les personnes autochtones. Tu sais, admettons, ça arrive que dans des cégeps, il y a des locaux qui sont réservés pour les personnes autochtones, tout ça. Tu sais, il y a comme un service quelconque qui est en place, mais au cégep où j'allais, il n'y avait rien de ça. Puis quand je suis arrivée à l'université, j'ai vu que, justement, il y avait des services. Tu sais, il y avait le Centre étudiant des premiers peuples qui s'occupe de tous les étudiants autochtones à l'Université de Montréal. Tu sais, il y a comme un local qui est spécifique au Centre étudiant des premiers peuples. Fait que là, j'étais comme, ah, OK. Fait qu'ici, je me sentais un peu plus visible qu'au cégep, par exemple. Il y a des activités aussi, une semaine d'activités mythiques. Oui, c'est ça, mythique. Et justement, là, maintenant, c'est le vice-rectorat qui est responsable des semaines mythiques parce que maintenant, ça s'adresse à un plus grand public, donc plus la communauté universitaire en général. Puis, la semaine mythique, ça va maintenant être 2 semaines. Donc, ça va être un petit peu plus long. Donc, ça veut dire qu'il y a plus d'intérêt aussi dans la population alloctone. Exact. C'est vraiment ça. Parce qu'avant, c'était comme plus un événement pour les étudiants autochtones de l'Université de Montréal. Mais là, maintenant, c'est vraiment comme la communauté universitaire de l'Université de Montréal en général. Donc, ouais. Laetitia Ouacheyao-Bacon, est-ce que vous allez continuer en psychologie? C'est une bonne question. Une très bonne question. C'est sûr que la psychologie, c'est un peu... ça a été un peu mon premier amour, dans le sens que c'est le domaine qui m'intéresse depuis longtemps et tout ça. Mais est-ce que je vais retourner aux études en psychologie? Je sais pas. À suivre. Quelle était votre intention en étudiant la psychologie? C'était de focaliser sur les questions autochtones ou... En fait, quand je suis rentrée, moi, je voulais devenir psychologue clinicienne. Mais moi, en rentrant en psychologie, j'avais aucune idée à quel point c'était compliqué d'accéder au doctorat clinique. Maintenant, il faut un doctorat pour être psychologue. Oui, c'est ça. Puis c'est hyper contingenté, là, et c'est très compétitif et tout ça. Donc, tu sais, moi, j'arrive aux premières années de baccalauréat, je suis comme, OK, mais tu sais, moi, je vais devenir psychologue, tout ça. J'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais. Donc, j'ai décidé, après mon bac, de comme prendre un peu le temps et d'y réfléchir avant de comme tout faire le processus d'application et tout ça. Puis en ce moment, je pense pas que je vais continuer en psychologie, mais je dis pas non. Mais je penserais pas. J'ai travaillé aussi en intervention durant mes études et tout ça, donc le contact avec l'humain, c'est quelque chose que je connais bien. Donc, oui, c'est sûr que ça va me servir. C'est ça, vous étiez en intervention psychosociale dans le milieu communautaire, hein? Oui, exact. Quand je n'étais pas aux études, vu que j'étais à temps plein durant les étés, j'appliquais à des postes d'été, puis c'était en intervention, donc, ouais. Vous, est-ce que vous êtes établi en ville durablement ou est-ce que Macheteuillage vous manque? Est-ce que les communautés vous manquent? Oui, bien, je dirais qu'à chaque fois que je retourne dans ma communauté à Macheteuillate, c'est tout le temps comme un gros câlin, dans le sens que, tu sais, je me sens bien quand je suis là-bas. Je penserais pas, par contre, retourner en communauté. Je dirais que j'ai vraiment associé la communauté à comme mon enfance. C'est sûr que j'ai encore ce lien-là qui va toujours être là avec Macheteuillate, mais pour m'établir là, retourner m'établir là, je penserais pas, mais c'est sûr qu'il y a tout le temps ce sentiment d'attachement-là profond. Vous êtes bien à Mouliats? Oui. Mouliats, c'est le nom inou de Montréal. Oui, c'est ça. Je sais pas si je vais rester à Montréal pour longtemps, là, mais en ce moment, je suis ici et ça va bien. En ce moment, vous êtes là et ça va bien. Oui, c'est ça. Laetitia Ouacheyao-Bacon, merci beaucoup. Merci à vous. Un
Un grand merci à Laetitia Ouacheyao-Bacon de nous avoir présenté le nouveau poste de coordonnatrice à la sécurisation culturelle au vice-rectorat à la planification et à la communication stratégique de l'Université de Montréal, une fonction dont elle est la première titulaire. L'émission Confluent est portée par l'Organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples Mission Chez Nous. Vous aimeriez en savoir plus? www.missioncheznous.com. À la semaine prochaine, Catherine. À la semaine prochaine, Mathieu. Cette émission est produite par l'organisme Mission Chez Nous avec le généreux soutien financier des œuvres Marianne Lavallée de la Fondation Lucien Labelle et du Fonds Roland Leclerc.